corriger le système. Voilà. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nos invités sont toujours en place. Marc Bekal, Diantia Oris Armel Bonyolou et Pape Kabo. Zoom à présent sur les importations au Sénégal. Hausse des importations au Sénégal en février 2019, elles ont atteint 15,2% en cause, notamment selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, l'achat de véhicules terrestres, de riz à plus de 59,8% et de métaux et de produits pétroliers fins. Les précisions de Siamlo Victoria Seti. Selon un rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, les importations du Sénégal durant le mois de février 2019 ont augmenté de 15,2% par rapport à janvier. Elles sont évaluées à 350 milliards 900 millions de francs CFA contre 304 milliards 500 millions de francs CFA. Ce relèvement est imputable à celui des achats à l'extérieur d'autres véhicules terrestres pour 23,1 milliards de francs CFA contre 9,8 milliards de francs CFA au mois précédent, de riz à plus de 59,8%, de métaux communs à plus de 36,8% et de produits pétroliers finis à plus de 17,4%. Entre 1980 et 2015, le poids de l'industrie dans le produit intérieur brut du Sénégal a très peu augmenté, passant de 20 à 25%, révèle un rapport du ministère de l'économie datant de mars 2018. Le Sénégal a reculé en matière d'industrie de transformation des produits primaires et c'est le sous-secteur des industries minières et extractives qui est en train de gagner du terrain. Or aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est d'améliorer notre balance commerciale, mettre l'accent sur les industries aussi de substitution à l'importation. Au Sénégal, l'industrie occupe 18% de la population active, ce qui ne permet pas une croissance inclusive véritable, à en croire des analystes. Ces derniers estiment que le transfert de la main-d'œuvre des secteurs agricoles à faible productivité vers ceux industriels permettra de stimuler la croissance. Quand on n'est pas un initié et que l'on entend parler d'une hausse d'importation dans son pays, qu'est-ce que cela signifie, Pape? Cela signifie que pour les besoins de la population, que l'État, que le pays a dû faire appel au marché international pour satisfaire les besoins, pour satisfaire la demande locale. Ici, on nous précise que ce sont des importations massives de véhicules terrestres, de riz, de métaux communs. Ça se comprend, on voit les bouchons à Dakar, les embouteillages qui augmentent. Ça peut s'expliquer en partie. On voit également les constructions. Beaucoup de constructions, les constructions exigent comme intrant dans la réalisation de beaucoup de projets immobiliers et autres types de projets, même industriels. Là, il y a un besoin à en faire extrêmement important. Il y a aussi, comme vous le savez, nous sommes sénégalais, l'alimentation de base, Africain, la nourriture de base, c'est le riz. Alors, le problème ici, c'est que l'on apprenne au début du mandat du président Macky Sall que nous soyons encore dans une position où nous sommes obligés de commander encore du riz alors que nous avions comme échéance l'autosuffisance en riz. Qui était normalement fixé pour 2010. Avant de parler du riz, M. Bekal, comment cette hausse des importations se traduit d'abord sur le panier de la ménagère et ensuite dans le budget de l'État? Certainement, c'est que comment ce déséquilibre de la balance commerciale a un impact considérable sur le budget de l'État, cela va de soi. Et ça touche forcément les ménages, à partir de l'instant où le riz est importé, les produits comme le riz, n'est-ce pas, sont importés. Ça a une incidence significative. Vous disiez qu'on allait parler du riz tout à l'heure. C'est justement sur le riz que je voulais m'arrêter. Pour reconnaître avec vous que oui, c'est vrai qu'il y a un plan qui avait été lancé, particulièrement sur la production du riz, pour effectivement satisfaire les besoins dans ce domaine. Et ça traduit
probablement aussi là, je ne dirais pas l'échec, mais les insuffisances de la politique qui a été menée, qui a été lancée. Et ce d'autant plus que la question que je me posais, sans être économiste ni spécialiste de cette question, que je me posais, c'est me dire que mais comment est-il possible que le Sénégal produit du riz pour en importer de façon aussi massive? Bon, bien évidemment, on peut penser que, comme la demande est importante, que la production locale ne satisfait pas la demande locale. Et qu'à partir de là, bon, il y a nécessité d'aller chercher ces produits ailleurs. Bon, mais on va également certainement poursuivre le débat, la discussion pour poser le problème de la productivité, de la capacité de production. Voilà, je crois que ça se pose également. Tout à fait. Vous savez, dans une économie, lorsque la balance commerciale n'est portée que sur les excédents et que le pays n'arrive pas à arriver à l'autosuffisance alimentaire, moi je pense que c'est normal que la faudrait-il du coup que nos gouvernements mettent en place pour limiter ces importations? Mais le problème, c'est le problème qui est conseillé à tous les pays africains. Et c'est ça qui est le véritable problème, puisque nous sommes des grands producteurs de matières premières. Nous sommes aussi des pays qui ont des potentialités agricoles et minières, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à accéder à la transformation de ces matières premières. Tant que nous n'avons pas franchi ce cap-là, je pense qu'on sera toujours au niveau des excédents qu'à importer des produits étrangers dans le but d'enrichir les pays qui produisent. Car en réalité, seul le pays qui dispose de la technologie reste le véritable gagnant dans le commerce international. Et c'est ça. Pour revenir dans le cas du Sénégal avec le riz, le pays dépend encore largement des importations du riz. Elle représente 70% du volume total des importations. On le sait, le gouvernement a multiplié des efforts pour améliorer cette production. Mais jusque-là, les performances n'en sont-elles pas restées en deçà des espérances? Les performances sont très en deçà des espérances. Il faut dire aussi que dans la planification et même dans l'évaluation des besoins, il me semble qu'on a joué avec les chiffres. Quand on annonçait, par exemple, la résolution du problème des importations de riz pour 2017, donc on a joué avec les chiffres. Le résultat est là, on continue d'importer par bateau et en quantité. Alors que c'est l'alimentation de base. Oui, c'est l'alimentation de base et il y a un potentiel de terres arables justement pour cultiver et développer la riziculture au Sénégal, il y en a énormément. Donc il y a dans la vallée du fleuve qui a été aménagée et qui produit énormément de riz actuellement, mais il y a aussi la vallée de l'Anambé et d'autres domaines qui étaient prévus justement pour pouvoir accueillir cette activité rizicole. Pour la zone sud, l'État pourra évoquer le prétexte de l'instabilité au niveau de la Casamance, qui fait que le potentiel qui aurait pu être obtenu à partir de cette raison-là n'a pas pu être atteint. Mais en fait, si l'on est rigoureux dans la planification et dans la fixation des objectifs, ça permettrait d'avoir plus clair et ça nous éviterait des situations comme celle-là. Parce que quand même, que l'on en arrive encore à ce stade à importer pour 350 milliards de francs à un riz pour satisfaire des besoins qui localement peuvent être satisfaits. Donc c'est un changement de paradigme. Et puis l'autre chose qui est négligée et qui n'est pas un moindre objectif, c'est l'objectif du changement des objectifs encore. Aujourd'hui, le besoin en consommation en riz, certains rechignent encore à consommer le riz local. Oui, ils rechignent à consommer le riz local et aussi, il faut le dire. Est-ce qu'il ne faut pas mettre des mécanismes pour aider les producteurs locaux? Oui, absolument. Je crois que c'est une question que l'on évoquait il y a quelques temps en lien avec la production du sel. Les marais salins au Sénégal. Et que, bon, moi je voyais le prix que coûtait une bassine de sel au Sénégal, et que il y avait, comme le riz, importation du sel, bon, il y a les règles du commerce international, bien sûr, on ne va pas faire du protectionnisme, etc. Mais il reste qu'il y a
la question du marché, le marché sénégalais, le marché sous-régional, etc., etc. Et je crois que les pays africains, bon, il y a quand même ces unions, ces espaces commerciaux, ces marchés qui devraient être un tremplin justement pour aussi bien pour les petites et moyennes entreprises dont on a parlé, que pour ces produits qui sont d'origine locale. Et Monsieur Boniolou, justement, le commerce intra-africain est toujours confronté au manque d'infrastructures et de financement. Est-ce un réel manque de volonté de la part de nos dirigeants africains? Non, pas forcément un manque de volonté, puisque bon, je me rappelle l'ancien président de l'OMC, le président Pascal Lamy, avait affirmé qu'il s'agissait du véritable problème des pays africains, puisqu'il n'y a pas d'échanges interrégionaux, interafricains. Mais nous avons malheureusement créé au sein de chaque région des organisations régionales, normalement. Au niveau de la CEDEAO, par exemple, tous les mécanismes avaient été mis sur pied pour permettre aux différents pays africains d'échanger. Mais malheureusement, nous sommes arrivés à certains stades où il n'y a plus d'évolution. Par exemple, la CEDEAO n'est resté qu'un caractère, un arrangement à caractère commercial qui s'est limité seulement à la circulation des biens des personnes. Mais il faut franchir souvent les caps. Par exemple, le fait comme on l'avait dit, de créer une monnaie unique allait permettre de dynamiser les économies, nous permet d'échanger à la mesure de nos ambitions industrielles. Donc il y a tellement de caps à franchir qui n'ont pas été faits. Voilà, même au niveau de l'Union africaine, par exemple, tous les mécanismes avaient été mis sur pied par l'ancien président Paul Kagame, par exemple, la zone de libre-échange, la ZELCA, qui avait été mise sur pied, qui allait permettre à chaque pays d'échanger, de permettre de commercer, n'a été ratifié que on va rester ça dans le commerce intra-africain. Pape Kabo, quand on regarde les chiffres de cette haute d'importation au Sénégal, on peut aussi se réjouir de voir un pays africain dans les top 3 fournisseurs du Sénégal, c'est le Nigeria. Est-ce plutôt une bonne nouvelle, ce commerce entre États africains? Oui, c'est une excellente nouvelle même qu'il faudrait dire, parce qu'en fait maintenant, en plus c'est une relation à encourager et à soutenir. Le commerce intra-africain est très faible, moins de 20%. On commerce entre Africains à hauteur de moins de 20%. Comparé à l'Europe, l'Union européenne fait plus de 65% de commerce entre pays européens. Voilà. Alors donc, lorsque nous positionnons pour commercer avec l'international, cela contribue à baisser notre balance commerciale. Parce qu'on commerce avec des devises. Et ces devises-là, il faut les acheter. Même si le CFA est arrimé à l'euro, il y a toujours qu'il faut aller chercher à satisfaire ces besoins-là sur le marché international. Et l'accès au marché international coûte. Ça coûte. Donc moi je pense que la première initiative à entreprendre et à encourager, c'est non seulement d'essayer de booster la production de riz, mais aussi encourager les changements d'habitude, à inciter la population à consommer local. Voilà, ce point il est vraiment très important, le fait d'encourager la préférence nationale. Voilà, parce que nous produisons... Parce que plein de pays, on va dire qu'il n'y a quand même pas de mal de pays africains qui ont réussi à bien promouvoir le made in, les produits locaux. Au niveau des cultures vivrières, tout, elles ont réussi à franchir ce cap-là, au niveau du riz, de la banane, tout ça. Cela est possible. Mais au niveau des cultures industrielles que nous produisons, comme je l'ai dit, le blocage, c'est au niveau de la transformation et de l'industrialisation. Et nous sommes obligés de communiquer, de commercer avec les pays du Nord. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à les transformer. Oui, ça c'est le maillon faible, par exemple. En tous les cas, même si... On n'arrive pas à les transformer. La Côte d'Ivoire, par exemple, ne peut pas vendre le cacao à un pays africain parce qu'il n'y a pas un pays africain qui est le champion. Oui, monsieur Bekale, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, non, mais j'ai quelque chose à rajouter. Non, mais en tous les cas, que l'on mette en place les industries de transformation, on est dans le libre-échange. On est dans des marchés qui sont relativement ouverts. Donc on ne peut pas se passer des marchés étrangers internationaux. Donc c'est vrai que je souscris à l'idée qu'il faille développer différentes dimensions de nos économies. Non, mais ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'il y a en matière justement de stratégie consistant à valoriser les productions locales, il y a le Rwanda qui avait pris un dispositif. Bon, j'ai pas suivi le dénouement de cette affaire sur
le textile, sur le textile par rapport aux États-Unis. Donc, mais il faut faire les choses de façon intelligente. Hein, c'est-à-dire que ne pas juste se retrouver ici et penser qu'on peut faire les choses assez facilement. Je crois qu'il y a tout simplement à mettre en place au niveau régional, au niveau... bon, d'ailleurs, moi, je ne crois pas à ces mesures qui peuvent être prises, à ces dispositifs qui peuvent être mis en place à l'échelle continentale. Et je crois qu'en la matière, les marchés sous-régionaux ont encore... Votre mot de la fin pour résumer ce problème africain, vous direz quoi? Sur le développement. Les importations. Écoutez, sur les importations, ce qu'il y a à dire, c'est que à partir de... Ça montre, ça souligne le déficit les déficits auxquels nous sommes toujours confrontés, que ça soit en lien avec ce qu'on disait concernant les petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que si dans le cas des produits agricoles, on reste toujours dépendant de l'étranger, c'est tout simplement qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et Pape, votre mot de la fin par rapport à ça? D'abord, les changements d'habitude. Il faut encourager à changer d'habitude et consommer local. Lorsque nous consommons ce que nous produisons, les prix deviennent beaucoup plus attractifs. On a parlé tout à l'heure du pouvoir d'achat des ménages. Nos ménages sont très peu rémunérés. Le SMIC est très bas en Afrique quand il existe. Sinon, ce sont des revenus relativement faibles. Il faut encourager la production locale, encourager la consommation locale. Là où il faudra faire des efforts, et très vite d'ailleurs, parce que ce n'est pas normal qu'on ait du bauxite, par exemple, en Guinée, qu'on ait des métaux ferreux dans la matière première ferreuse, par exemple, telle qu'au Sénégal, et qu'on n'exploite pas, qu'on ne transforme pas. Jusqu'ici, je pense que les prochains challenges, c'est justement de pouvoir lever des capitaux ou lier des joint ventures qui vont permettre de pouvoir exploiter. Très rapidement, M. Bonyolo, votre mot de la fin. La question du partenariat gagnant-gagnant espéré par les Africains face aux multinationales, aux grandes puissances, n'est qu'un leurre. Car en réalité, seul celui qui dispose de la technologie reste le véritable gagnant. Au niveau de l'Afrique, il faut produire africain et consommer africain. Et ça sera le mot de la fin. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que Marc Bekale, vous êtes maître conférencier à l'Institut universitaire de Troyes, Dencha Oris Armel Bonyolo, politologue, et Pape Kabo, analyste politique. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.